président Salomon Jean-Marie Junior. Madame la première secrétaire Luma Étienne Dieudonne. Monsieur le deuxième secrétaire Joseph Willow. Monsieur le questeur Pierre Ricard. Sénateur Augustin Kedler. Sénateur Beauplan Evalière. Sénateur Sylvor Pierre François. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 16 sénateurs. Merci. Nous pouvons constater la séance est ouverte. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Sénateur Salomon. Maintenant, la République d'Haïti figure dès la proclamation de son indépendance parmi les États laïcs du monde. Engagement qu'elle a honoré au titre des constitutions antérieures et de manière relativement récente à travers la Constitution de 1987. Elle a signé à juste titre la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 7 stipule que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les articles 30, 30.1, 16 de la Constitution de 1987 énoncent les principes fondateurs de la laïcité et la particularité d'exercice des libertés démocratiques qu'elle sous-entend, tant du point de vue du civisme que de la religion. Selon l'article 30, toutes les religions et les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publique. L'article 30.1 bannit toute forme de contrainte physique, psychologique, voire sociale, qui résulterait de l'adhésion à une quelconque religion. Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contre ses convictions. L'article 16 met l'accent sur l'exercice et la jouissance du civisme démocratique auquel contribue l'acte d'état civil, autrement dit l'acte de naissance. La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen. En revanche, Monsieur le Président, sur la recevabilité, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée et du sénateur Dupuis qui a fait le dépôt de cette loi sur ce que cela peut impliquer au niveau de la société, une loi sur la laïcité, sur la laïcisation de l'acte de l'état civil. de l'acte de l'état civil. Je crois que tous les candidats, tous les sénateurs ici présents ont dû faire face à des religieux qui leur demandent que ça, donc ils votent pour eux. Il faut que les pasteurs aient la possibilité de rédiger les actes d'état civil. Et j'ai une remarque, non pas sur le fond, mais sur la forme seulement. Quand on prend une loi, il faut utiliser les termes les plus simples possible. Donc moi, j'ai des réserves sur le terme laïcisation, parce que si on devrait traduire cela en créole, cela donnerait beaucoup de problèmes. Il faut toujours tenir compte de tout ceci. À moins qu'on dise avant qu'on fasse de laïcité un mot créole. Mais ce sera très difficile. Et il faut aller précis en matière linguistique. Si on veut octroyer à telle catégorie de religieux le droit de rédiger des actes d'état civil, il faut le dire clairement. On le dit clairement, on saura que cela veut dire laïcisation, laïcité, techniquement. Mais cependant, si c'est une catégorie qu'on veut octroyer ce droit, qu'on le précise clairement. Est un projet de loi validant les actes d'état civil,
rédigé par telle catégorie, c'est ce titre que devrait prendre la loi, à mon avis, au lieu de dire laïcisation, parce qu'en fait, nous allons avoir besoin de réglementation au niveau de différents sectes religieux de différents également. Merci. Mais il n'y a pas rédigé acte d'état civil. Cependant, il faut reconnaître que nous sommes des originaux. Je veux dire, nous autres haïtiens par rapport au reste du monde. On acte d'état civil. Comment pour l'autre monde que un monde qui assermenté dans l'État fait mettre mail sous lui? Tout ça, oui. Il est assermenté. Il a délégué. Il a bien officiel délégué. Il est assermenté. Non, il est assermenté à faire la promotion de sa religion. Non, mais il est aussi assermenté. Le baptême, non. Non, Attendez-moi. il est d'abord. Le baptême, messieurs, est un argument religieux. C'est un argument. Le baptême est un acte religieux. Non. C'est un argument. Une correction. C'est un argument. Ou le prêtre ou le pasteur font l'assermenter avant de faire dans le baptême. Et ceci devant le doyen du tribunal. Président. Attendez-moi. Il n'est pas terminé. C'est un argument terminé. Non, ce que je veux dire, l'IPA fait serment pour lui faire travail l'État en tant que tel. Il fait serment pour rester dans le cadre de travail que il fait ministère religieux. Non, pas ça seulement. Est-ce que si on fait pas mettre signature sur un acte d'état civil, en l'occurrence, acte de naissance là, est-ce que acte de naissance pas valable? Une minute. Moi, je ne veux pas qu'on réduise la question des actes de naissance, des actes d'état civil. Cette proposition, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Non, la proposition est rejetée. Oui, la proposition est rejetée. Et maintenant, sénateur Cantal, vous êtes appelé à faire dépôt de votre proposition de loi sur la couverture universelle de santé. Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau, Monsieur et Dames les membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, j'ai l'honneur de gravir la prestigieuse tribune du Sénat aujourd'hui pour vous présenter mon projet de loi sur la couverture universelle en santé. L'aide des ONG et le financement de l'État à travers son système actuel de fourniture de soins n'ont pas permis de résoudre la problématique de l'accès universel aux soins, voire l'accès universel à des soins de qualité en Haïti. L'inégalité devant la prévention des maladies et des accidents, l'inégalité devant l'accessibilité aux soins de santé de qualité reste et demeure donc l'une des injustices les plus criantes que confronte 95% de la population haïtienne. Il est en effet pas acceptable que la totalité de la population, comme le veut la Constitution, ne puisse bénéficier ou faire bénéficier leurs familles des soins de santé dont elle a besoin et auxquels elle a droit, et ce, sans contrainte financière et quelle que soit la localité où elle réside. Devant la maladie et la douleur, le niveau de revenu, le type d'emploi, l'âge, le lieu de résidence ou l'état de santé ne doivent pas introduire de discrimination.
Aujourd'hui, 95% de la population haïtienne ne bénéficie d'aucune couverture assurantielle en santé et se voit ainsi refuser l'accès aux soins de santé. Cette situation et ce renforcement et ce renoncement à des principes fondamentaux inaliénables de la dignité humaine entretiennent la spirale de l'exclusion, accentuent la dégradation de l'état de santé, occasionnent des difficultés financières, psychologiques ou familiales insurmontables, quel que soit le niveau socio-économique du patient, et causent parfois des séquelles irréversibles, sans compter la décapitalisation et la ruine financière des ménages haïtiens. Sur la couverture universelle de santé, proposition déposée par le sénateur Kamila Kata. Et comme prévu par le règlement, toute proposition ou projet de texte doit être soumis au principe de la recevabilité. Sur ce, la proposition est mise en discussion. Sénateur Carlo Denis, sénateur Jacinthe, sénateur Augustin. Sénateur Delva? Non. Sénateur Carlo. Sénateur Denis. Merci beaucoup, Président. Moi, je vais d'abord féliciter collègues, sénateurs là qui sautent. Merci. Qui saute lit. Vraiment bien lit document ça que le présenter nous. Pas ces problèmes de santé, hein, c'est un problème qui existait en Haïti. Et il est de bon ton que nous poser problème là pour nous regarder comment graduellement nous sommes capables de résoudre. Mais l'inquiétude, moi, c'est par rapport à réalisme. Mise en œuvre proposition de loi ça, quand nous connaissons que pays noirs sont pays très pauvres. Moi noté avec un peu d'intérêt le schéma que le collègue a proposé, schéma contributif, schéma non contributif. Mais sous deuxième catégorie, Mounsal qui rentre dans le schéma ça, nous avons mes collègues à convaincre davantage. Sur quelle stratégie l'État va mettre en place pour le moyen financier pour venir, pour aider Mounsal à rentrer dans le schéma ça. Nous avons également des chiffres qui disent par rapport à la population, non, combien de médecins gagnent par habitant. Nous avons mes collègues là dit tout. Combien de centres de santé fonctionnels que bien dans le pays ça. Quand moi connais déjà l'homme d'aga de couverture assurance qui gagne au niveau fonctionnel public, qui ça n'a passé comme problème malgré nous, comme nous ne sommes pas capables de le soigner. C'est toute question ça que nous avons mes collègues là répondre moi. Le ça nous pense que conviction nous sommes capables de former pour nous dire oui, nous d'abord pour nous rentrer dans le jeu. Merci beaucoup. Je suis avec un peu d'intérêt toute intervention et profiter de vos salutations et félicitations par le docteur qui prend décision, fait proposition loi ça. Mais moi-même, j'ai une préoccupation,
d'ailleurs, moi, aider à faire lumière sur lui. Nous sommes dans un département qui a 19 communes. Et c'est environ seulement 5 grands hôpitaux qui sont là. Et nous avons des gens qui prennent soin pour expliquer les femmes enceintes, les gens, etc. Maintenant, on commune de Baron, qui c'est une commune de département, et il y a un centre de santé dans Boucle, et son commune qui a 3 sections communales. Maintenant, si vous avez une couverture d'assurance pour tout pays, qui genre femme enceinte, ça par exemple, si moun ça, papa ça dans jardin qui malade dans une section communale, tant que boire, tant que bail, comment il va le faire? Qui l'hôpital il va aller? Ça c'est premier. Bien que nous avons parlé de réforme, non. Cependant, non, moi-même, moi j'ai tout mon conseil pour me bailler. Nous avons aimé que dans le schéma non contributif, pour que il y ait une taxe qui prend sous bolette, sous loterie, sous produits alcooliques, très bien. Donc c'est. Alors on va mettre avec préoccupation par nous. Sur ceux qui sont pour la recevabilité, levez la main. Moi, je ne vais pas perdre l'école avec un tapon. Parce que moi, je vais faire. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Sénateur Chérubin et font dépôt et d'après le règlement nous faut nous statuer sur la recevabilité. Et comme des gros problèmes dans le terme là, de laïcisation, plusieurs sénateurs, dont le sénateur Augustin, ont intervenu pour dire que c'est un problème de contrôle. Ce n'est pas un problème où il faut une nouvelle loi. Et en ce sens, le sénateur a pensé qu'il faut plutôt convoquer les ministres pour faire appliquer la loi. Et dans ce sens, il n'y a pas de recevoir et dépôt loi et le sénateur Chérubin. De notre côté, le sénateur Cantave lui fait un dépôt d'une proposition de loi sur la couverture universelle de santé. Il y a plusieurs problèmes qui posaient. Donc le consensus qui a été trouvé, c'est que nous recevons, mais nous avons gelé en attendant que justement nous avons le fonds. Ou pas qu'à voter une loi et vous n'avez pas fonds. Donc le gouvernement finit déposer projet, le fonds, le ça, il a accepté travail sur loi. Mais nous pas rejeter puisque l'idée est bonne, l'idée est constitutionnelle. C'est l'application d'un article de la Constitution qui dit que l'État doit justement donner, le citoyen a droit à la vie, à la santé. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que l'idée est bonne, mais puisqu'il y a des problèmes, on va attendre le vote sur le dépôt du projet de loi sur le FONASA. Donc, ça, c'est ce qui était très animé. Demain, on a le mercredi du contrôle, on va inviter les banques à venir pour nous poser des questions, la BNC et la BPH. Et jeudi, on va continuer avec l'ordre du jour. Et le sénateur Delva a fait le dépôt d'une proposition de loi sur l'aide aux artistes et à la culture. C'est le sénateur Jacques Sauveur-Jean qui va justement présenter ce rapport jeudi. Et il y a d'autres sénateurs qui vont faire dépôt de proposition de loi. Et le sénateur Francenay aura justement à présenter l'amendement au décret sur les documents de voyage. BNC avec BPH, c'est deux banques l'État, et ce qui ça demain, si je veux. Premièrement, nous allons évaluer BNC, puisque nous avons un vote de confiance et nous avons des évaluations pour nous faire de façon régulière. Donc, leur arrivée. Deuxièmement, BPH, c'était un scandale qui est arrivé. Et il faut sénateur comme ça qui passe, puis le sénateur Waldi, banque ça, qui portefeuille pour crédit agricole, pour crédit commercial, pour petit machin, puisque eux-mêmes sont là pour défendre, et on a dit mandat, qui était au mandat, et je dis, pour réussir à défendre le mandat, c'est à travers les institutions étatiques, dont la BNC, la BPH, qui ont tout comme là, que c'est eux-mêmes qui déterminent les portefeuilles. Ils ont oublié justement le secteur de vie nationale, ça, qui c'est principalement dans nous, principal votant nous, et je crois que le sénateur va poser les questions appropriées. C'est faire promotion culture et créer un fonds capable d'aider les artistes. On connaît vraiment qui ça culture représenté dans le pays. Et moi, je crois que le secteur, ça, c'est un secteur qui sorti la donne et qui tape vraiment une proposition de loi en tant qu'artiste
c'est notre proposé loi ça déjà depuis la Chambre des députés qui était voté. De jeunes vote favorable. Et je dis, nous pas le travail sur lui dans le niveau Sénat. Et moi, je crois que tous les sénateurs parlent un vote favorable et qui va permettre que l'exécutif publie la loi. Ils font capable d'aider à l'addition. Et je crois que même son loi, ce n'est pas seulement artisan, parce qu'on peut parler de culture, on peut le monde toujours pas culture naturellement pour musiciens. Musiciens, pas musiciens seulement. Donc, quoi que les artistes, même personnellement, comme moi-même, suis artiste, je sais qu'il y a tant de bagages et moi, crois que l'oisa, un fonds qui va là pour capable aider vraiment les artistes qui ont en difficulté. On parle de contenu, même proposition. Bon, proposition de loi, c'est-à-dire, je crois que en la loi, nous avons travaillé avec une faire. Parce que nous ne pas arrêter seulement, nous pas demander au niveau des collectivités, niveau collectivité, côté que nous avons demandé pour gagner un agent culturel dans chaque commune. Ou qu'on a fait champêtre, en peu de fois, qu'on gagne tout fait champêtre qu'a fait en commune, où c'est député, où magistrat, on te descend dans le ministère, nous avons un COB qui parle là, en dans loi, on parle de carnaval. On parle de carnaval, même là, jeudi, on a parlé d'élection, il faut un conseil électoral. Mais pour carnaval, là, tout, il faut qu'il y ait un comité carnaval permanent. Et il faut que les gens fait carnaval, il faut qu'ils respectent les thèmes. Il faut que le sujet traité les rapport avec les thèmes. En fait, c'est tout ça qui est dans la loi. Et moi, je crois que c'est un bon bagage qui va aller pour la culture. 29 mars 1987, oui, avant même que je arrivé dans le Sénat, j'ai déjà eu une commission au niveau de la Chambre des députés qui travaille sur la réforme constitutionnelle. Donc, il est extrêmement intéressant que nous fassions la part des choses, que quand on parle de réforme constitutionnelle, est-ce que ça veut dire que le débat va lancer pour nous adopter une autre constitution ou amender la constitution, ça j'en dis là, parce que le débat reste encore ouvert. Donc, moi-même, je suis là, un mois et demi seulement que je suis ici, là, il y a une nécessité pour former une commission au niveau du Sénat. Et il dit, nous allons faire une commission bicamérale qui a gagné 6 sénateurs qui ont sorti au niveau du Sénat et puis 15 députés qui ont sorti au niveau de la Chambre des députés. Donc nous ne pouvons jamais travailler ensemble véritablement, mais la commission du Sénat est déjà montée. Et lui-même, moi-même là-dedans, il y a un sénateur Jean-Renel Sénatus, il y a un sénateur Cantave, il y a un sénateur Dieudonne, il y a un sénateur Sorel Jacinthe, et il y a un Monzao là-dedans, donc il y a un sénateur Larèche qui là dans tout. Donc c'est 6 personnes qui fait partie de la commission réforme constitutionnelle là. Et donc nous-mêmes, nous allons organiser nous pour monter bureau. Donc 31 ans après la constitution, moi-même personnellement, j'ai l'idée sous la constitution, pas oublier que dans le premier amendement qui était fait là, moi c'était un expert que parlementaire qui était travaillé là-dedans de concert avec professeur Henri Majdoléan, professeur Montfeuille Doval, professeur Léon Saint-Louis, nous avons expertise nous. Mais c'est deux bagages différents. Là, nous sommes là comme experts, côté que nous avons analysé une proposition de loi, une initiative, et une proposition d'amendement, merci, une proposition d'amendement que le président Préval a fait conformément à la Constitution, côté que lui-même était des amendements qu'il a proposés. Là, ça me dit expert, je n'ai pas de possibilité pour m'imposer, pour m'orienter, parce que là, nous avons une consultation. Et je crois que partie ça c'est moi qui ai traité, non seulement nous avons trouvé un amendement insuffisant, mais nous avons des restrictions d'ordre technique. Et non seulement comme experts, côté que nous ne doit mélanger nous dans le travail là, nous là pour nous dire parlementaires qui ça a besoin en termes de connaissances techniques sur question, mais même le Parlement avait des restrictions également sur le plan technique, parce que techniquement, lorsque la proposition vient d'organes, le Parlement n'est pas capable de venir avec un autre bagage. C'est-à-dire que les gens doivent corriger, les gens doivent modifier, les gens doivent retirer. Mais cependant, les mêmes ne peuvent pas venir avec l'autre amendement. Ça veut dire que moi-même, nous estimons que l'amendement est insuffisant dans la mesure où le problème fondamental qui fait que le président Préval a décidé de faire amendement véritablement, lorsque nous songeons le 11 janvier 1999, il a fait une déclaration dans laquelle il disait avoir constaté, non, c'était en mai, le 18 mai comme ça, on leur fait une déclaration qui dit que la Constitution était une source d'instabilité. Et malheureusement, nous estimons qu'il n'a pas allé vers ce qu'il disait, j'étais d'accord avec lui. Mais il n'y a pas de moyen problème dans l'amendement véritablement, parce que deux côtés qui ont un problème fondamental dans la Constitution, il était d'abord le système électoral là qui est fondamental, et pour notre nature régime politique là.
Dans le régime politique là, sous fond micro-trottoir dans l'arrière, on voit que il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que cela est toujours important pour nous, le bicaméralisme, c'est-à-dire que ni Chambre des députés, ni Sénat? Est-ce qu'il est toujours important pour que le Premier ministre soit toujours responsable devant le Parlement et que son vote capable faire nous aboutir à un Premier ministre? Parce que jusqu'à présent, il y a un peu de problème qui posent. Moi, je suis de l'exécutif, nous sommes un monde qui est proche, qui soutient dans le PHTK. Mais moi-même, moi, crois qu'effectivement, nous avons trop de liberté au niveau du Parlement et que m'accepter que limiter la liberté. Ça. C'est parce que je fais son sénateur, son exécutif, je fais parce que techniquement, ce n'est pas comme ça fait dans le droit constitutionnel aucun pays. Donc, on déséquilibre au niveau des pouvoirs. Ce déséquilibre qui est créé par le parlementarisme classique, par le fait que j'avais dit ça lorsque j'étais porte-parole, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, par le fait que l'exécutif a un droit de dissolution sur le Parlement, et que vous venez retirer le droit de dissolution ça pour faciliter la démocratie, il fait que le Parlement vient une omnipotence formelle, il vient trop de pouvoir, qu'il y a capable de venir une dictature parlementaire. C'est au bureau exécutif faut KPCFL, donc je pense que là il faut que nous doser et qu'il faut que nous fassions un meilleur équilibrage, un rééquilibrage des pouvoirs.